En 1921, une entreprise de chaussures a envoyé 2 vendeurs en Afrique afin d'explorer de nouvelles opportunités de marché. Ils ont fait des recherches et le premier vendeur a envoyé le télégramme au siège social qui disait « Désastre absolu, recherche terminée, personne ici ne porte de chaussures. » Le deuxième vendeur a envoyé le télégramme suivant. Recherche terminée. Glorieuse opportunité. Personne ici ne porte de chaussures. Quel vendeur êtes-vous? Ma thèse examine le développement du capital psychologique, une puissante ressource psychologique composée de la science solide, de l'espoir, de l'efficacité, de la résilience et de l'optimisme qui peut être mesurée et développée. La neuroplasticité montre que 40% de notre cerveau est ouvert au développement. Des niveaux réduits du capital psychologique s'identifient comme du cynicisme, de l'absentéisme et de l'anxiété. Par contre, les niveaux élevés du capital psychologique peuvent améliorer le rendement au travail, l'engagement et la créativité des employés. Le capital psychologique est un vrai super puissance. Je recherche comment le capital psychologique se développe dans le plus grand employeur mondial, l'entreprise familiale. En Irlande, 75% de toutes les entreprises sont détenues par des familles et ils emploient 68% de la main-d'œuvre. Malheureusement, moins de 12% de ces entreprises familiales survivent au passage de la 3e génération. Quel impact la longévité des entreprises familiales a-t-elle sur votre communauté? Faites-vous du shopping à Super Value? Envoyez-vous des touristes à Blarney Woolen Mills? Convertez-vous de Louis Vuitton et lavez-vous les cheveux à L'Oréal? Si, pensez comment ils contribuent à la communauté par l'emploi, par les impôts. Si l'entreprise familiale prospère d'ici là, votre communauté prospérera également. Bonjour à tous. Je viens de laisser passer 10 secondes sans rien faire. C'est complètement illogique. Tous les candidats réunis aujourd'hui savent que résumer ses travaux de recherche en 3 minutes est un vrai sprint. Chaque seconde compte. Pourquoi avoir gaspillé de si précieuses secondes? Je viens d'essayer d'illustrer ce qu'il se passe lors d'un départ en sprint en athlétisme. Des études scientifiques ont montré que les sprinteurs ne réagissent pas aussi vite qu'ils le pourraient en compétition. Ils préfèrent réagir plus tard, plutôt que de risquer une disqualification pour faux départ. Ce n'est pas vraiment logique non plus. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ils agissent ainsi. En athlétisme, le départ en sprint est strictement contrôlé pour s'assurer qu'aucun athlète n'obtienne un avantage injuste sur ses adversaires en anticipant le signal de départ. Dans cette perspective, le temps de réaction des athlètes est mesuré à l'aide d'un système de détection de faux départ. Comment fonctionne-t-il? Un système de détection de faux départ intègre des capteurs dans les starting blocks. Ces capteurs convertissent l'action des jambes sur les starting blocks en un signal électrique. Ce signal électrique est ensuite analysé en temps réel par un algorithme de détection qui détermine le temps de réaction. Si un athlète réagit en moins de 100 millisecondes, la course est automatiquement interrompue et l'athlète responsable du faux départ est directement disqualifié de la course. La réglementation est très stricte. Il est dès lors vital qu'une telle réglementation soit réellement valide. Ma revue de littérature souligne cependant de sérieuses limitations vis-à-vis de cette réglementation. Les preuves scientifiques supportant la limite des 100 millisecondes sont limitées. Dans un contexte propice, les sprinteurs peuvent réagir sous les 100 millisecondes.
Ils réagissent plus tard en compétition pour ne pas être disqualifiés. Plus encore, la fiabilité des systèmes de détection de faux départ est remise en cause sur le plan scientifique. Mon projet de thèse vise donc à améliorer la détection du temps de réaction en athlétisme. Nous avons complètement revisité la manière de détecter le temps de réaction. Des études scientifiques ont montré que l'impulsion exercée par les mains du sprinter sur le sol constitue la première réaction lors du départ. Nous avons donc, dans un premier temps, développé un système miniaturisé pour détecter le temps de réaction à partir des mains du sprinter. Dans un deuxième temps, mes travaux de recherche ont également développé un algorithme de détection plus précis pour déterminer le temps de réaction. Ces deux étapes sont une condition nécessaire et préalable avant de pouvoir, dans un troisième temps, réévaluer rigoureusement la limite des 100 millisecondes. Cela permettra en retour aux athlètes de réagir aussi vite qu'ils le peuvent en compétition, sans crainte d'être disqualifiés pour un faux départ. Si un jour vous remarquez de petites plaques sous les mains des sprinters lors de grandes compétitions internationales, vous vous souviendrez que cette innovation a été développée en Irlande au sein de l'unité de recherche en biomécanique de l'Université de Limerick. Merci. Nos émotions nous confèrent notre humanité. Mon travail de thèse vise à explorer comment le marketing social peut utiliser des émotions pour faciliter l'urgente transition vers des modes de consommation plus durables. Cette photo a été prise le 12 avril 2017 à la fin d'une randonnée à la Cité perdue dans le nord de la Colombie. J'avais 24 ans et j'avais travaillé dans le domaine du développement durable aux îles de Fidji, au Cambodge et en France avant d'aller en Colombie. Et ces expériences m'ont apporté beaucoup de joie, beaucoup de fierté. Malgré la chaleur et les moustiques auxquels je n'étais pas habitué en tant qu'Irlandais, cette expérience était spéciale pour moi. Mais je ne savais pas ce jour-là à quel point cette randonnée serait un point de bascule pour moi dans ma vie. Des conversations avec des locaux indigènes ont déclenché des émotions intenses en moi. La culpabilité, la honte. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que ces gens ne faisaient rien de mal à notre planète. Mais moi, avec mon mode de vie basé sur la consommation matérielle excessive, contribuait directement à la destruction de leur jungle, de leur région magnifique. Cette prise de conscience m'a révélé les contradictions entre mes attitudes et mes comportements. Je sais maintenant que je ressentais de la dissonance cognitive, comme une épine dans le pied qui nous gêne et qu'on pourrait enlever. Mes émotions m'ont poussé à réfléchir et à me demander ce que je pourrais faire à mon échelle pour combattre le changement climatique et la dégradation de l'environnement. Ma thèse propose est orientée sur la dissonance cognitive, propose que le marketing social puisse utiliser des émotions négatives et positives pour promouvoir des modes de consommation plus durables. Le but à court terme serait d'utiliser et déclencher des émotions négatives pour promouvoir des changements comportementaux. Cependant, ma recherche suggère que dans la transition vers des modes de consommation plus durables, il y a aussi une transition émotionnelle. C'est-à-dire que le but à long terme serait d'établir des émotions positives, comme la fierté et la joie, qui sont associées avec la connaissance qu'on mène une vie plus durable qu'avant, parce qu'on aura enfin enlevé les épines de notre pied. Nos émotions nous confèrent notre humanité et elles pourraient sauver l'humanité. Quelques millisecondes, c'est le temps que prennent vos messages pour être envoyés à l'autre bout du monde. Mais il arrive parfois que vos messages prennent plusieurs secondes, voire plusieurs minutes à arriver, ou dans le pire des cas, ne sont jamais délivrés. Alors ça arrive par exemple quand vous vous trouvez dans un stade de foot rempli de milliers de supporters et que vous décidez tous à la fois, en même temps, d'envoyer un message. Alors en informatique, on appelle ça le phénomène de congestion. Et pour comprendre un peu mieux, on peut faire un parallèle entre les réseaux informatiques
et les réseaux routiers. Donc les routes étant les câbles électriques et les passagers étant vos messages ou l'information en général. Alors vous comprendrez bien que si vous décidez tous de partir en même temps du stade de foot en voiture, eh bien vous allez créer un bouchon. C'est exactement ça qu'on a dans les réseaux informatiques. Alors comment faire pour parer à cela? Eh bien on peut utiliser la fibre optique en tant que moyen de communication. Alors la fibre, tout le monde la veut à la maison, mais est-ce que vous savez vraiment pourquoi elle est bien plus efficace? Parce que j'entends souvent les gens dire que c'est parce que le message va plus vite dans la fibre optique que dans le câble Ethernet. Eh bien c'est faux. Si on reprend nos routes et nos voitures, votre voiture ira toujours à la même vitesse, qu'elle soit sur l'autoroute de la fibre optique ou l'autoroute du câble Ethernet. Mais c'est la quantité d'informations qu'on peut injecter à la fois qui est beaucoup plus importante dans la fibre optique que dans le câble Ethernet. C'est comme un peu si, sur vos autoroutes de câble Ethernet, vous aviez des voitures et vous mettez 5 passagers à l'intérieur. Et bien, sur vos autoroutes de fibre optique, vous avez les mêmes voitures, mais vous pouvez y mettre 50 personnes à l'intérieur. Alors évidemment, ne faites pas ça chez vous, mais vous comprendrez facilement que lorsque vous partirez de votre stade de foot, vous aurez donc beaucoup moins de voitures au total, le trafic sera plus fluide, et donc vous arriverez à la maison en avance. Alors vous allez me dire, pourquoi on ne remplacerait pas tous les câbles Ethernet par la fibre optique? Eh bien, principalement parce que les câbles Ethernet, ils sont très loin d'être obsolètes, et surtout on en a encore grandement besoin. Mais le challenge ici, c'est donc de pouvoir intégrer la fibre optique dans nos réseaux actuels, et surtout de savoir les gérer intelligemment pour qu'on puisse éviter le phénomène de congestion. Alors moi, mon sujet de thèse, c'est de créer un code informatique qui permet de calculer le meilleur chemin pour tous vos messages en fonction de leur degré d'importance. Par exemple, si vous avez un appel Skype, je dirais à l'information de passer par la fibre optique parce que c'est la plus efficace. A l'inverse, si vous envoyez un mail, je leur dirais de prendre les routes de campagne pour ne pas surcharger la fibre. En quelque sorte, l'objectif de ma thèse, c'est un peu d'être le GPS des réseaux informatiques. Merci. Le silence. Un peu gênant, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Eh bien, parce qu'il ne reste que nos corps, notre environnement, sans le rempart du langage et des bonnes manières. Et surtout, parce que l'on se retrouve forcé à penser à cela. Mais cela, c'est quoi? Eh bien, c'est notre condition humaine. C'est ce que cela signifie que d'être humain. Vaste question que le théâtre de Samuel Beckett nous permet d'explorer, notamment dans les moments de silence, comme celui par lequel nous venons de commencer. Oui, bon, mais alors vous allez me dire, Céline, dans ce cas, a-t-on vraiment besoin de Beckett pour ça? Eh bien, la réponse est oui. Et je vais maintenant vous démontrer pourquoi. L'ingéniosité de Beckett est de substituer à un théâtre de dialogue un théâtre du corps. Ces corps sont soumis à des stimuli en réponse auxquels ils produisent une réponse d'ordre moteur ou bien cognitive. Par exemple, dans la pièce que vous voyez derrière moi, il y a de nombreuses sonneries, en réponse auxquelles le personnage ouvre grand les yeux et se retrouve ainsi seul, dans son environnement, forcé à penser à quoi? Eh bien oui, à sa condition d'être humain. Alors voilà le génie de Beckett, c'est cela, c'est employer ce phénomène physiologique au théâtre, car il nous permet ainsi de concentrer notre attention sur les relations entre l'humain, l'environnement et les technologies qui en font partie. Et en plus, ces stimuli nous affectent nous aussi, et donc on se rend compte à quel point, en tant que spectateur, nous sommes ancrés à notre environnement. Alors ma thèse analyse pour la première fois ces unités stimulus-réponse grâce à une méthodologie interdisciplinaire qui mêle à la fois des théories neuroscientifiques, psychologiques, philosophiques et cybernétiques. Et je démontre ainsi comment le théâtre de Beckett est utile pour repenser ce qu'est l'être humain, à la fois dans la crise écologique, mais aussi dans les défis technologiques qui sont les nôtres. Alors, permettez-moi de vous poser la question une dernière fois.
Être humain, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, j'ai découvert 3 réponses principales à cette question vitale dans ce théâtre peu banal. 1. Être humain. La définition ne peut qu'être que provisoire. 2. Être humain, c'est savoir coexister et c'est savoir s'adapter au changement de nos environnements. 3. Être humain, c'est continuer à créer et à imaginer notre futur. Et c'est donc pour cela que nous avons besoin des arts et de la littérature dans les crises qui sont les nôtres. Alors, en scène, et créons l'humain de demain avec Beckett. Le film Iron Man 2 contient une scène dans laquelle Tony Stark demande à son IA, Jarvis, de lui montrer un tableau périodique. Tony le regarde, puis choisit quelques éléments avec des numéros, et tranquillement, d'un geste de la main, il les combine pour créer une représentation holographique d'un tout nouveau matériau. Un matériau qu'il espère va sauver sa vie. À cet instant, Tony cherche des réponses quantitatives à des questions qualitatives. Par exemple, ce matériau est-il magnétique ou conduit-il l'électricité? Est-ce que c'est même compatible avec la biologie humaine? Et déjà, il a pu conclure de manière réaliste que faire tout ça au laboratoire, en tâtonnant, c'est mort. C'est trop cher et trop long. On a besoin de simulations numériques pour accompagner et conseiller nos développements de nouvelles technologies. Mais Tony est épuisé. Jarvis et lui ont déjà lancé plus de 400 de ces simulations, et jusqu'ici, toutes n'ont rien donné. Les physiciens numériciens comme moi, collectivement, on a simulé des centaines de milliers de matériaux. Et ça nous brise le cœur de réaliser que, franchement, la majorité des résultats sont ajoutés. Soyons clairs. Afin d'atteindre des résultats dans un temps raisonnable, il nous faut alors passer par des approximations. Des approximations vraisemblables, bien sûr, guidées par la mécanique quantique. Mais même nos meilleures approximations sont truffées d'erreurs qui rendent nos résultats peu fiables. Et ce sont ces erreurs qui empêchent l'innovation ou l'amélioration de technologies durables. Les voitures électriques, les panneaux solaires, bien les bioprothèses pour n'en citer que quelques-unes. Ma thèse consiste alors à surveiller ces erreurs. Je lance des simulations numériques pour des matériaux prometteurs et j'essaie de trouver exactement où elles ont échoué et pourquoi. Pour cela, je fais l'équivalent mathématique de chatouiller un atome. Et bizarrement, sa réponse à cette perturbation me renseigne sur les erreurs qu'il afflige. Jusqu'ici, j'ai trouvé que ces aberrations sont très sensibles aux formes qu'on utilise pour représenter les atomes virtuellement. Et, sachant cela, si l'on arrive à choisir la bonne forme, on peut alors minimiser les erreurs. Mon rôle est de développer la théorie et un protocole numérique pour non seulement diagnostiquer ces erreurs, mais aussi pour prescrire et appliquer un traitement correctif au système tandis que la simulation s'exécute. Ainsi, les chercheurs de matériaux, les chimistes quantiques, même Tony et Jarvis pourront tranquillement tenter une simulation pour un matériau complètement futuriste et avoir confiance dans la fiabilité des résultats. Merci.